Les gènes pour les récepteurs olfactifs, ça a été découvert en 1991. Ça veut dire que l'être humain a été sur la Lune avant de savoir quels gènes utiliser pour sentir, a même inventé Internet. Celle que vous venez d'entendre, c'est Claire Demarche. Et grâce à elle, on en sait un peu plus ces dernières années sur notre machinerie nasale. Elle est chercheuse à l'Institut de chimie des substances naturelles et elle fait partie de la toute première équipe à avoir modélisé en 2023 un récepteur olfactif. On a des récepteurs olfactifs dans le cerveau, dans le cœur, dans les poumons, dans la peau, dans les spermatozoïdes. Qu'est-ce que vous savez, vous, sur votre nez, ou plutôt sur votre perception des odeurs, votre odorat? Il nous a fallu du temps pour réaliser qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore sur ce sujet et d'autres qu'on est très loin d'avoir compris. Les récepteurs olfactifs sont aussi présents dans chacune des lignées cancéreuses. Il y a par exemple la lignée du cancer de la prostate qui a ces deux récepteurs olfactifs. Je m'appelle Margot Brunet, je suis journaliste à Cerveau et Psycho et vous écoutez Braincast, notre podcast dans lequel des scientifiques vous parlent de ce qui se passe dans leur tête, mais aussi dans la vôtre. Ici, on discute neurosciences, psychologie, psychiatrie, bref, tout ce qui concerne le cerveau, mais aussi ceux qui l'étudient. Parce que la science, c'est une longue histoire écrite par ceux qui la font. Pour ce premier épisode, nous recevons donc Claire Demarche, dont les travaux ont déjà ouvert énormément de possibilités de recherche. Mais c'est à elle de vous en parler. Vous écoutez Braincast, un podcast de Cerveau et Psycho, et aujourd'hui, on parle d'olfaction. Bonjour Claire Demarche. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on sait déjà de l'olfaction? Qu'est-ce qui se passe quand je mets la tête là au-dessus de mon thé? Pourquoi je sens cette odeur? Alors comme vous mettez votre tête au-dessus de votre thé, il y a des molécules qui vont s'échapper de ce thé. Et certaines de ces molécules, elles ont une odeur. Donc elles vont rentrer dans vos narines pour atteindre la cavité nasale. C'est une cavité que vous avez juste derrière vos yeux, recouverte de mucus. Et c'est ce qui coule de votre nez quand vous êtes malade. C'est dans ce mucus, qui est une phase aqueuse, il y a les neurones olfactifs qui projettent des cils, qui vraiment tapissent la muqueuse. Et c'est dans les cils qu'il y a ce qu'on appelle des récepteurs olfactifs. Donc ils reçoivent les molécules odorantes et c'est eux qu'on utilise pour les détecter. Donc c'est la même chose qu'un récepteur d'un message visuel. Eh bien, c'est la même famille. C'est une autre sous-famille. Donc, on a dans cette grande famille les récepteurs visuels et on a ces récepteurs olfactifs. Mais les récepteurs visuels, il y en a 3. Les récepteurs olfactifs, il y en a 400. 400, ça veut dire qu'il y en a 400 types, pas qu'on en a uniquement 400. 400 types, exactement. Ce qui veut dire qu'il y a un panel d'odeurs qui est beaucoup plus large que le panel de longueur d'onde qu'on peut voir. Ah bah oui. On ne connaît pas exactement les limites de ce panel aujourd'hui. Déjà, on peut s'accorder sur le fait que c'est beaucoup, aussi beaucoup plus que 400. Et ça, on comprend pourquoi quand on comprend comment on utilise ces récepteurs pour percevoir les odeurs. Et j'aime faire l'analogie avec une sorte de piano qui aurait 400 touches. Une molécule odorante va venir appuyer sur un certain nombre de ces touches et créer une note. Une touche peut être activée par plusieurs molécules odorantes. Admettons que si l'accord de touche est extrêmement ressemblant à une autre molécule, on peut s'imaginer que les notes olfactives sont aussi ressemblantes ou complètement différentes si c'est sur deux accords complètement différents du piano. Donc en sachant ça, on voit comment on peut créer des milliers et des milliers de combinaisons avec nos 400 récepteurs. Est-ce qu'on peut comparer le panel de ces odeurs au panel des longueurs d'onde du visible? On sait que par exemple dans le visible, il y a une partie qu'on ne peut pas voir parce que les longueurs d'onde sont trop courtes ou à l'inverse parce qu'elles sont trop élevées. Est-ce que c'est pareil pour les odeurs? Est-ce qu'il y a des odeurs qui nous entourent mais qu'on ne peut pas sentir? Alors oui. Il y a pas beaucoup de... Après, ça se rejoint sur cet aspect-là, l'olfaction et le visuel, et puis après, ça s'arrête. Mais effectivement, il y a des molécules qui nous entourent, qui n'ont pas d'odeur. L'eau, c'est une molécule. Et il y en a autour de nous. Mais nos récepteurs olfactifs, a priori, ne la détectent pas. Ou le CO2 aussi, c'est une molécule. Le dioxyde de carbone qui est dans l'air, on ne le détecte pas. Il y a même des molécules qui sont potentiellement odorantes, mais pas pour nous. Donc ça, c'est par exemple le chien ou la souris peuvent les sentir, mais nous, non. Eux, c'est parce qu'ils ont plus de 1000 récepteurs. On n'est pas les meilleurs, en fait, sur l'olfaction. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas les pires, mais on n'est pas les meilleurs. Et donc, voilà, il y a ce spectre de molécules qu'on ne peut pas sentir, même si il y a des molécules, par exemple, que certains humains peuvent sentir et d'autres pas. Par exemple, on sait que, c'est pas des odeurs, c'est du goût. Donc ça, c'est sur la langue. Certaines personnes sont beaucoup plus sensibles à l'amertume que d'autres. Et ça, c'est dû à une version d'un récepteur à l'amertume qui est différente. La protéine est différente chez certaines personnes. Donc voilà, s'il y a des personnes qui n'aiment pas la bière, n'aiment pas le café, c'est peut-être juste en fait qu'elles sont ultra sensibles à l'amertume. C'est pas... c'est lié à leur gène. Et pour eux, la sensation est extrêmement désagréable. Donc on va pas les forcer à boire de la bière IPA comme tout le monde. Ou alors sur la coriandre. On sait qu'il y a
probablement un cluster de récepteurs olfactifs qui est différent entre les personnes, ce qui fait que certaines personnes vont percevoir la coriandre, donc les feuilles de coriandre fraîches, herbacées, et d'autres vraiment savonneuses et très désagréables. Donc ça, c'est pareil, c'est même pas une question de culture, c'est vraiment une question de gènes. Nos gènes font qu'on a ces perceptions. Quand on met la tête au-dessus de notre tasse de thé, des petites molécules s'en échappent, entrent dans notre nez, remontent jusqu'à nos fosses nasales et s'accrochent à nos récepteurs olfactifs. À partir de là, l'information de l'odeur est transmise au cerveau. Ça, on le sait. Par contre, ce qu'on ignore, c'est ce à quoi ressemble ce piano de 400 touches, ou plutôt chacune des touches de ce piano. Parce que personne, avant Claire de Marche, n'était parvenu à visualiser la structure en 3 dimensions d'un de ces récepteurs. Vous êtes donc la première personne, du moins vous appartenez à la première équipe, à avoir modélisé un récepteur olfactif humain. C'est quoi le parcours, l'épopée pour en arriver à cette modélisation? J'étais pas la seule à le faire, hein. On était beaucoup, enfin beaucoup, non, on était quelques laboratoires à essayer de modéliser ces récepteurs olfactifs. Modéliser une protéine qu'on connaît pas, c'est, vraiment partir d'une boîte noire et faire sa petite enquête, sur à quoi ressemble, cette structure. Les gènes pour les récepteurs olfactifs, donc dans notre ADN, ce qui code pour les récepteurs olfactifs, ça a été découvert en 1991. Ça veut dire que l'être humain a été, sur la Lune avant, de savoir quels gènes utiliser pour sentir, a même inventé internet, avant de savoir ça. Donc ça montre le retard qu'on avait. Donc moi, quand j'ai commencé à vouloir modéliser ces récepteurs, on connaissait les gènes, on connaissait du coup, ce qu'on appelle les séquences d'acides aminés, donc c'est ces briques élémentaires qui construisent les protéines. Par comparaison, on savait que c'était des récepteurs de cette grande famille, auxquels les récepteurs visuels appartiennent, etc. Donc, on a 400 types de récepteurs et vous dites on va se concentrer sur un seul et on va essayer de comprendre ce à quoi il ressemble. Ok. Comment il attrape les molécules odorantes qui arrivent à l'intérieur du nez. Voilà, c'est ça. Comment vous sélectionnez le récepteur? Vous vous dites c'est sur celui-là qu'on va partir. On va essayer de partir du plus simple possible. Voilà. Donc je vous ai dit, un récepteur olfactif, ça peut se lier à plein de molécules odorantes. Donc déjà, là, ça veut dire que le problème, c'est plein de molécules. Donc on va choisir un récepteur où on sait que, il ne répond qu'à une seule molécule odorante. Et on va le prendre en se disant que si on arrive à comprendre des choses sur ce récepteur-là, probablement que ça s'applique aux autres récepteurs. Et ça, c'était notre niveau de connaissance, du coup, il y a 10 ans. Et pourquoi il y a 10 ans, on n'arrive pas à modéliser ce récepteur olfactif humain? Alors, beaucoup de gens ont essayé. En fait, la modélisation, on peut modéliser. Moi, je peux vous faire un modèle de récepteur olfactif tout de suite, ouais. Maintenant, c'est est-ce qu'il est pertinent? Et ça, le seul truc qui nous dit si c'est pertinent ou pas, c'est si on peut vraiment l'observer expérimentalement. Et il y a des méthodes comme ça qu'on appelle, par exemple, la cryomicroscopie électronique. C'est un microscope, mais au lieu d'utiliser la lumière, on va utiliser les électrons. Et ça, donc c'est pas un faisceau de lumière, c'est un faisceau d'électrons. Et ça permet vraiment d'aller au niveau de l'atome. Donc on peut avoir des structures de protéines vraiment au niveau atomique, des photos de ces protéines en 3 dimensions. Mais c'était pas possible sur les récepteurs olfactifs parce que ce ne sont pas des récepteurs faciles à étudier en laboratoire. Pourquoi? Parce qu'en laboratoire, on utilise des modèles cellulaires, hein. Voilà, c'est en général des cellules, ce qu'on appelle HEK, Human Embryonic Kidney Cells. C'est des cellules qui poussent très bien, donc ça permet de donner des protéines, que ces cellules les produisent. Voilà. On est un peu obligé de passer par ça si on veut produire une protéine, par exemple, ce qui est la première étape pour obtenir une photo. Eh bien, catastrophe, ça ne s'exprime pas du tout dans ces cellules. Donc ça a été une longue barrière. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé et qui se cassaient les dents là-dessus parce que voilà, la protéine n'aime pas être dans ces cellules-là. Il y a quelque chose qui lui manque. Alors que pour d'autres types de récepteurs ou même de protéines, cette technique marche. Cette technique fonctionne très bien. C'est comme ça qu'on avait d'ailleurs pour modéliser, par exemple, la structure expérimentale des récepteurs de la vulve. Ok, alors comment vous contournez un peu cette difficulté, cette spécificité des neurones olfactifs? On a créé une sorte de récepteur olfactif ancestral. Comment on a fait ça? En fait, si on a 400 récepteurs olfactifs aujourd'hui, c'est que ces récepteurs ont été créés à partir de récepteurs originaux, on va dire. Et que dans l'évolution, ces récepteurs originaux ont dû être mutés par l'évolution pour créer plein de récepteurs pour nous permettre de sentir plein de molécules. Donc il y en avait un, et aujourd'hui il y en a 400 parce qu'il s'est multiplié, il a changé. C'est l'idée. Mais du coup, en étant mutés, ils sont devenus un peu moins fonctionnels, vraiment très spécifiques aux neurones olfactifs. On a imaginé que peut-être ces récepteurs originaux étaient plus, on va dire, robustes. Et effectivement,
Du coup, on a obtenu comme ça un petit groupe de 6 récepteurs que nous, on appelle consensus, mais c'est des récepteurs assimilables à des récepteurs olfactifs ancestraux. Et alors, ils s'expriment mais magnifiquement dans les modèles cellulaires. Ça nous a permis de faire ces premières images, premières photos de récepteurs olfactifs, mais ça, c'était il y a 1, 2 ans. Est-ce que ces récepteurs, ça sous-entend qu'ils ressemblent à des récepteurs qui ont pu exister à un certain stade de l'évolution chez certaines espèces? Alors oui, d'ailleurs nos récepteurs olfactifs ne sont pas si différents des récepteurs olfactifs de la souris, du chien, voire même du crocodile, hein. Il y a un de nos récepteurs consensus qui ressemble beaucoup à un récepteur olfactif du crocodile, voilà. Il ressemble énormément, à tous les récepteurs olfactifs des mammifères, des vertébrés. C'est leur force, c'est-à-dire que, effectivement, on peut s'inspirer de ces récepteurs consensus pour imaginer à quoi ressemble, le reste des récepteurs olfactifs qui sont toujours très difficiles à manipuler en laboratoire. Et en partant de ce récepteur-là, vous êtes parvenu à imaginer un récepteur humain? Ça nous a permis de trouver parmi les 400 récepteurs olfactifs le seul récepteur olfactif humain, bon candidat pour aussi être photographié. Parce que ce récepteur olfactif-là, déjà, il était exprimé en dehors du système olfactif. Ah oui, je vois vos yeux qui... En fait, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que si on a les 400 récepteurs olfactifs dans le nez, il se trouve que quelques-uns, pas tous, seulement quelques-uns, se retrouvent dans d'autres parties de notre corps. C'est-à-dire qu'on a des récepteurs olfactifs dans le cerveau, dans le cœur, dans les poumons, dans la peau, dans les spermatozoïdes. Donc en plus d'être exprimés en dehors des neurones olfactifs, ce qui veut dire que probablement ils n'ont pas besoin de toute la machinerie du neurone pour être exprimé ailleurs, c'est un récepteur qui est ultra conservé entre les espèces. D'accord. C'est-à-dire que notre version de ce récepteur-là est la même que celle de la souris, du chien, de la vache. Et donc, nous, de la stratégie du récepteur ancestral, on s'est vu que c'était un peu important et que probablement, s'il est dans toutes ces espèces vertébrées, il doit beaucoup ressembler à une version ancestrale de récepteur olfactif. Et effectivement, on a pu obtenir la structure expérimentale de ce récepteur parce qu'il était très très bien exprimé pour un récepteur olfactif dans les cellules. Bon, je reprends parce que là, c'était la partie vraiment compliquée. Si aucun chercheur jusqu'à aujourd'hui n'était parvenu à reproduire la structure d'un récepteur olfactif, c'est tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à les faire produire en laboratoire. Et si on n'en a pas en labo, forcément, on ne peut pas en prendre en photo. Mais l'équipe de Claire Demarche s'est dit que parmi nos 400 types de récepteurs différents, il devait quand même bien y en avoir un qui se laisserait manipuler en laboratoire. Ils ont alors supposé que ceux qui sont apparus le plus tôt dans l'évolution seraient potentiellement les plus robustes. Ils en ont donc recherché un qui ressemblerait à un récepteur ancestral et ils sont tombés sur un récepteur bien particulier qu'on retrouve certes dans notre nez, mais aussi dans d'autres parties du corps. Et ça, c'était plutôt une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il est sûrement capable de survivre dans des endroits différents comme un labo. Et justement, ça a marché puisqu'ils ont pu le produire et ensuite le photographier. Ce récepteur olfactif, on sait à quelle odeur il répond? Il nous permet de percevoir les molécules qu'on appelle les acides carboxyliques. C'est des molécules qu'on retrouve par exemple dans le fromage. C'est pas les molécules les plus agréables. Nous, on l'a étudié dans le contexte de cette photo, de cette structure expérimentale avec l'acide propionique. C'est un acide qu'on retrouve par exemple dans le parmesan. Il fait partie de ce qu'on appelle la classe 1. Il y a 2 classes de récepteurs olfactifs. La classe 1 on appelle les fish-like, qui sont les récepteurs olfactifs de notre vie aquatique, résiduels de notre vie aquatique, qui nous permettent de sentir les molécules qu'on appelle hydrophiles, donc solubles dans l'eau, et puis tous les autres qui nous permettent de sentir toutes les autres molécules qui sont plus hydrophobes. Ce qui veut dire qu'une des premières odeurs potentiellement qui a été détectée dans le règne animal, c'est l'odeur du fromage, si je vulgarise. Alors, si on imagine ce qu'était la vie, voilà, des premiers organismes. Les premiers organismes devaient trouver des sources de nutriments. Donc tout ce qui est acide carboxylique, acides aminés, composés aminés en général, c'est des choses qui sont émises par les protéines, etc. Donc on peut imaginer que les premiers récepteurs olfactifs, leur job, c'était de trouver ces molécules-là. Ce récepteur-là, qui réagit donc à l'acide carboxylique, c'est le seul récepteur qui appartient à l'espèce humaine et qu'on peut avoir vraiment sous les yeux, que vous pouvez retourner dans tous les sens, que vous pouvez voir réagir en direct. C'est ça, c'est ça. Tout ça, ça se passe sur un écran d'ordinateur. C'est-à-dire que vous pouvez voir votre ordinateur presque sentir en direct, en fait. Oui. Enfin, on peut voir sur notre ordinateur un récepteur olfactif lié à une molécule odorante, ce qui est exactement ce qui se passe dans notre nez.
Quand on perçoit une molécule odorante, quand on sent le parmesan, cette petite interaction qui va faire en sorte qu'on ait la détection de l'odeur arrive. Vous voyez ça, maintenant on peut voir vraiment au niveau atomique cette interaction. Ce que vous visez, est-ce que c'est une représentation numérique de l'entièreté des 400 récepteurs sur lequel on pourrait dire, bon bah là, cannelle, hop, je vois ce qui se passe au niveau de notre nez quand il y a de la cannelle qui est à Mmh. l'approche. Ce serait incroyable de pouvoir effectivement, en gros, craquer ce code, de détection des odeurs. Voilà, de pouvoir vraiment comprendre comment les 400 récepteurs olfactifs fonctionnent, à quoi ils se lient, quelle est la combinaison justement qui donne l'odeur cannelle, quelle est la combinaison qui donne l'odeur rose, peut-être quelle est la combinaison qui donne l'odeur sueur, pourquoi pas pour essayer de la bloquer, ce serait sympa aussi, mais voilà et essayer même de jouer avec quelle est la combinaison, qui donne, une odeur qu'on ne connaît pas, peut-être, pourquoi pas, une odeur inconnue, Peut-être que c'est un moment où j'entre un peu dans la science-fiction, parce qu'un jour, on pourra faire vraiment sentir un ordinateur. en partie. Aujourd'hui, par exemple, il y a, des modèles, par exemple, d'intelligence artificielle qui sont capables, juste à partir de la structure chimique d'une molécule, de prédire quelle odeur aura cette molécule. Ok. Voilà. Donc là, on parle de description. OK. Donc on peut complètement imaginer que, un jour, on donnera une molécule odorante, à un ordinateur, voire même, un mélange de molécules odorantes et que l'ordinateur va me dire: «Ah bon, ça sentira la pêche, un petit peu crémeux», voilà. Par contre, moi, si je fais sentir une odeur à quelqu'un, mais dans, 99,9 % des cas, cette personne ne me répond pas: «Cette odeur est pêche, crémeuse, un peu framboisée». C'est la personne va me répondre: «Ah, je sais pas, j'aime bien, c'est un peu doux, c'est un peu sucré, ah je crois que j'ai mangé un truc, l'autre jour», donc ça un ordinateur jamais pourra, ne Bien me sûr. fournir cette description. Donc tout ce qui est descriptif, pourquoi pas. Tout ce qui est, vraiment émotionnel et relations humaines avec l'odeur, alors là, je pense pas qu'un jour un ordinateur soit capable de le faire, mieux qu'un humain ne puisse le faire. C'est rigolo, je le dis toujours en conférence quand je fais sentir une odeur, les gens me disent tout de suite: «Ah j'aime ou j'aime pas». Enfin, tout de suite, ils me disent s'ils aiment ou s'ils aiment pas et c'est rigolo parce que quand je leur montre une image, la première chose qu'ils vont me dire, c'est pas: «J'aime» ou «J'aime pas». Ils vont me décrire l'image, alors que tout de suite les odeurs, il faut qu'on mette un aspect, affectif dessus. Ça, c'est très, très difficile, à mettre sur un ordinateur parce qu'un ordinateur ne peut pas ressentir d'émotions a priori, ou alors, juste copier des émotions humaines, mais dans ce cas-là, ça se nourrit quand même d'émotions humaines. Et alors l'objectif, c'est quoi? C'est de bien comprendre comment fonctionne, l'olfaction, voilà, donc c'est de la recherche vraiment fondamentale ou alors c'est comme on le disait tout à l'heure, de s'intéresser aux récepteurs olfactifs qui sont peut-être à d'autres endroits du corps et donc qui sont liés à certaines pathologies ou peut-être que c'est de comprendre certaines pathologies, de l'odorat, L'étude des récepteurs olfactifs, c'est ultra varié. C'est pour ça que j'adore travailler dessus. Ça peut être ultra fondamental. Aller comprendre pourquoi l'acide aminé numéro machin interagit avec la molécule odorante. Enfin, ça peut être très, très, très fondamental, des choses qui intéressent peut-être juste les scientifiques. Mais ça peut être aussi de comprendre pourquoi une personne sent quelque chose et l'autre pas. Parce que ça peut être dû à une différence sur un récepteur olfactif. Ça peut être une différence juste d'un seul acide aminé sur ce récepteur, donc une brique élémentaire. Et nous, sur la structure, on peut voir où est cette brique. Quelle est l'influence de cette brique sur la liaison de la molécule. Donc ça peut être aussi effectivement d'utiliser ces structures pour essayer de trouver de nouvelles molécules qui pourraient se lier à ce récepteur, soit pour la parfumerie et l'aromatique alimentaire, soit pour l'industrie pharmaceutique, si ces récepteurs, ça devient des cibles thérapeutiques. Ou les phénomènes d'anosmie qui sont un petit peu liés, les phénomènes de perturbation de l'olfaction. En fait, quand on donnait des conférences à du grand public il y a quelques années, avant le Covid, quand on demandait aux personnes comment ça s'appelle de ne plus avoir de sens de l'olfaction, eh bien personne ne savait. Ou alors j'avais quelqu'un qui avait lu un truc, c'était très très exceptionnel que les gens me répondent anosmie. Non. Par contre, pour les autres sens, tout le monde sait. Hein, quelqu'un qui a perdu la vue, qui a perdu l'ouïe, ça tout le monde est au courant. L'anosmie est quelque chose qui est en train d'être un tout petit peu plus reconnu aujourd'hui comme vraiment étant une pathologie. Elle n'est pas due directement au récepteur olfactif. Souvent, c'est plus, on va dire, mécanique. L'anosmie, elle peut être liée à un trauma. En fait, ce qui se passe, c'est que nos neurones olfactifs qui sont dans la cavité nasale, ils doivent rejoindre notre cerveau. Et dans notre boîte crânienne, donc l'os de notre boîte crânienne qui est normalement bien hermétique, il y a des tout petits trous juste là pour laisser passer les neurones olfactifs dans le cerveau. donc juste là, c'est en haut du nez.
Voilà, juste en haut du nez, on va dire entre les sourcils, à peu près à ce niveau-là. À cet endroit-là, il y a des petits trous pour que nos neurones puissent rentrer. Ouais, un petit peu, si je devais, voilà, à peu OK. près à ce niveau-là. Donc on peut imaginer que c'est comme un fil, qui rentre dans un trou, voilà. Et quand on a un trauma crânien, le cerveau bouge et en fait ça coupe ces, neurones qui passent dans les trous et ça fait en sorte que, nous ne sommes plus capables de sentir. Donc ça, c'est les cas d'anosmie en cas de trauma crânien. Il est possible peut-être de retrouver de l'olfaction parce que notre système olfactif, est immortel dans le sens qu'il y a des, cellules basales qui vont aller renouveler notre épithélium olfactif tout au long de notre vie. Recréer de nouveaux neurones, recréer des nouvelles, ce qu'on appelle les cellules de support, les cellules qui entourent les neurones. Donc c'est pour ça qu'on peut perdre le sens de l'olfaction et le retrouver plus tard. Et en cas d'infection notamment, avec le virus du Covid-19, là, c'est pas un traumatisme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui En fait, ce qui s'est passé, c'est que les cellules qui supportent les neurones, qui entourent les neurones olfactifs, sur notre épithélium olfactif qui est recouvert de ce mucus olfactif, etc. C'est ces cellules-là qui ont été attaquées par le Covid, a priori. Donc, les neurones n'étaient plus supportés, ne pouvaient plus survivre et du coup, les gens perdaient leur olfaction. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'au bout d'un certain moment, l'infection s'est arrêtée et la personne peut retrouver l'olfaction parce que leur épithélium s'est reconstruit depuis. Des fois un petit peu bruyant, hein. Il y a des gens qui ont retrouvé l'olfaction et puis le café sentait en fait maintenant le produit à vitre, etc. Donc là, on voit que dans la reconstruction, il y a eu un peu de micmac et que les neurones ne se sont pas tous repoussés au même moment, probablement. Donc en gros, sur notre orgue à 400 touches, il nous en manque peut-être 20 et que dans les 20, il y en avait qui étaient très très essentiels pour sentir le café. Mais normalement, c'est des choses qui sont récupérables avec le temps et avec l'entraînement. Et alors les récepteurs olfactifs qui sont dans certaines parties du corps humain qui ont rien à voir avec le nez, enfin typiquement, vous parliez de la peau, c'est quoi? C'est un dommage collatéral? Et les gens regardaient un petit peu ça en disant: «Non mais, c'est un truc pas sérieux», on va dire. C'est un gène qui est là, qui doit pas servir à grand chose, on va pas se focaliser là-dessus. Il se trouve qu'en fait, les récepteurs olfactifs sont aussi présents dans chacune des lignées cancéreuses. Donc, il y a par exemple la lignée du cancer de la prostate qui a, ces 2 récepteurs olfactifs et il se trouve que ces 2 récepteurs olfactifs, ou surtout peut-être un, a vraiment une influence sur l'évolution de ces cellules cancéreuses et l'activation de ce récepteur peut engendrer une prolifération des cellules, du cancer de la prostate, voire même une métastase. Donc en fait, les gens se disent: «Ah mais en fait, peut-être que c'est un petit peu important d'aller voir, ce que font ces récepteurs olfactifs, dans ces différentes cellules», bien que encore une fois, ce soit très peu caractérisé aujourd'hui. Et il y a encore aujourd'hui, hein, des articles qui paraissent très, très régulièrement sur une découverte de récepteurs olfactifs dans des lignées cancéreuses ou d'autres types de cellules et de leur potentiel effet, sur ces cellules. Ce récepteur-là, qui est très spécifique, qui peut être présent à différents endroits du corps. Alors ce récepteur, que, cette méthode du consensus nous a permis, d'identifier, c'est celui des cellules du cancer de la prostate. D'accord. Voilà. Donc à la base, en fait, il était presque perçu comme étant un récepteur spécifique des cellules du cancer de la prostate. Et après, on s'est aperçu, ah bah non, en fait, c'est un récepteur olfactif, on l'a aussi dans le nez. Hein, lui, son histoire, c'est l'inverse. Et alors, est-ce que ça sous-entend que, quand il y a certaines molécules odorantes, ça «active» entre guillemets, la cellule cancéreuse? Ça veut dire que le cancer, répond à l'odeur? Alors, ce qu'on imagine, c'est que le cancer pourrait détecter des molécules odorantes, mais physiologiquement, nous n'avons pas du parfum à côté de nos cellules cancéreuses, donc ça doit détecter autre chose dans l'environnement. Et encore une fois, c'est un domaine complètement sous-étudié. On ne sait pas quels sont les ligands dans ce contexte de cellules cancéreuses, etc. Et alors maintenant votre travail, il porte sur quoi? En fait, là, c'est multiple. Il y a même une étude que j'ai fait récemment avec une professeure Kara Hoover de l'université d'Alaska, où elle est paléontologiste. Donc elle a regardé le génome de Denisova et de Néandertal, donc nos cousins éloignés. Elle a regardé leur génome de récepteurs olfactifs et elle a trouvé des récepteurs olfactifs qui étaient différents entre eux et nous. Donc moi, au laboratoire, j'ai pu recréer ces récepteurs olfactifs, recréer des petits bouts de nez, on va dire, de Denisova et Néandertal, et j'ai pu voir comment eux détectaient des molécules odorantes par rapport à nous. C'est-à-dire que là, on est passé de la recherche du récepteur olfactif, où on parle d'acide aminé, à une sorte de voyage archéologique de l'olfaction. Alors, j'ai bien compris que là, on est encore au tout début, mais donc à long terme, on pourrait, se dire: «Bon, bah, devant, telle partie de l'environnement et cetera, peut-être que Néandertal sentait pas les choses de la même manière que nous. Peut-être qu'il y a certaines odeurs auxquelles ils étaient plus habitués, d'autres qui le repoussaient plus et d'ailleurs, c'est peut-être lié à tel ou tel comportement». C'est exactement ça qu'on a vu, c'est que les récepteurs de Néandertal,
ils fonctionnaient beaucoup moins bien que les récepteurs de l'être humain contemporain. Donc ça veut dire que sur ces odeurs-là, probablement, ils avaient moins de capacité de détection que nous aujourd'hui. Ça nous donne des sortes de petits indices de comment Néandertal évoluait dans son monde olfactif. Parce que ce champ-là est moins étudié, mais c'est vrai que quand on pense à l'évolution, à la compétition entre les espèces, etc., on se dit que courir moins vite, moins bien entendre, ça peut désavantager, mais en fait, l'odorat aussi, ça peut avoir un avantage évolutif. Par exemple, de sentir une autre espèce qui peut devenir une proie ou ce genre de choses, c'est ça? Ça pourrait être ça, mais sur le goût, c'est très marqué et on le sait parce que le goût nous permet de détecter les saveurs, donc sucré, salé, acide, amer et puis umami qui est le goût du monoglutamate de sodium, ce goût de la soupe miso. Mais par exemple, on a besoin pour fonctionner du sucre. Donc, les individus qui potentiellement avaient des récepteurs au sucre qui ne fonctionnaient pas étaient probablement moins capables de survivre et du coup ne sont pas reproduits, n'ont pas reproduit ces gènes qui étaient fonctionnels face au sucre. Donc sur l'amertume, pareil. Les personnes qui étaient capables de sentir qu'une baie était amère parce que c'était du poison étaient capables de survivre et les autres, malheureusement, non. Et sur l'olfaction, on peut imaginer qu'il y a une sorte de petite pression aussi de l'évolution pour faire en sorte que certaines personnes, à l'époque où le sens de l'odorat était peut-être plus important pour la survie, les personnes qui portaient les gènes capables de sentir ces odeurs importantes étaient celles qui se reproduisaient et qui nous ont donné aujourd'hui les gènes qu'on avait. Que retenir de ce premier épisode? J'espère déjà que, comme moi, il y a ce chiffre que vous n'oublierez jamais. Votre nez contient donc un piano de 400 touches. 400 touches qui sont autant de récepteurs qui vous permettent de capter des milliers de nuances d'odeurs. Des milliers et même des milliards. Nos récepteurs sont si nombreux, mais surtout, ils peuvent former un si grand nombre de combinaisons lorsque s'approche une molécule odorante qu'il nous est en théorie possible de discriminer jusqu'à 1000 milliards d'odeurs. Autant dire que les couleurs n'ont qu'à bien se tenir, puisque nous ne pouvons distinguer que quelques millions d'entre elles, d'après les études menées sur la perception visuelle. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il y a de plus fascinant avec notre odorat. Pourquoi sommes-nous dotés d'une telle capacité de discrimination des odeurs, alors que la vue est un sens a priori beaucoup plus important pour nous? Et justement, les travaux de Claire Demarche éclairent ce paradoxe. Pour parvenir à voir nos récepteurs olfactifs, elle est partie à la recherche des plus ancestraux, les tout premiers de l'histoire de la vie, ce qui existait probablement avant même le développement des animaux, chez les tout premiers organismes cellulaires, notamment les bactéries présentes dans les océans il y a des milliards d'années. Si ces récepteurs primitifs sont sensibles à des molécules émises par les matières organiques en décomposition, comme l'a montré l'équipe de Claire Demarche, cela suppose que ces toutes premières bactéries s'en servaient sûrement pour repérer des molécules chimiques et donc des potentielles sources d'énergie. Et ce besoin de se nourrir est resté constant pendant des milliards d'années chez tous les êtres vivants avant même que la vue ne se développe. Des milliards d'années qui ont laissé le temps à ces récepteurs olfactifs de se multiplier, se diversifier, se différencier dans toutes les branches de l'arbre dit vivant. Là encore, bien plus que ceux de la vue qui sont apparus encore après. Peut-être est-ce d'ailleurs ce qui explique cet autre point plus qu'étonnant dont vient de nous parler Claire Demarche, la présence de ces récepteurs olfactifs dans d'autres cellules que celles du nez. Peut-être que chaque cellule a conservé ce vestige d'un temps où les récepteurs olfactifs étaient notre seul guide vers les aliments. Le plus fascinant dans le récit de Claire Demarche, c'est qu'elle a ouvert toutes ses voies de recherche presque sans le vouloir. Non, elle cherchait simplement à observer un récepteur olfactif. Oui, mais pour ça, il fallait surmonter son instabilité et en trouver un qui serait capable de s'exprimer dans toutes les cellules, et la méthode scientifique de Claire Demarche l'a donc menée à remonter le fil de l'évolution du règne animal. Alors si je vois maintenant mon nez un peu différemment, ce n'est pas uniquement parce que je sais qu'il contient 400 récepteurs. C'est surtout parce que je reste avec cette impression troublante que l'odeur de mon café que je sens le matin ou d'un bouquet de fleurs, même celle de ce plat que j'ai laissé un peu trop longtemps dans mon frigidaire, c'est en fait le résultat de plus de 3 milliards d'années pendant lesquelles la vie a tenté et visiblement a réussi à se maintenir. Nous le devons en soi à notre odorat et nous sommes sûrement les premiers à pouvoir le comprendre et à pouvoir du coup nous comprendre nous-mêmes. Proust en aurait sûrement rêvé. Si nous savons tout cela, c'est grâce aux recherches qui se tiennent dans les laboratoires de neurosciences du monde entier et c'est donc le chemin vers ces laboratoires que nous vous proposons de faire ensemble dans Braincast. C'était Braincast, un podcast de Cerveau et Psycho réalisé par Ilona Bouvard et Margot Brunet. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, nous retrouver sur notre site internet cerveauetpsycho.fr et en kiosque. Mais le plus simple pour ne rien manquer de nos actualités, c'est de vous abonner au magazine. On vous donne surtout rendez-vous très vite pour un nouveau récit.